Bon, ça va pas, tu le sais. C'est pas à cause du permafrost qui fond, de la terre qui se réchauffe, de Chirac qui est mort. C'est pas tout ça, c'est des trucs à la con. J'ai perdu mon antivol. Ce matin, je voulais faire des œufs à mon fils avant qu'il parte au collège parce que je sentais un peu flagada. Il n'y avait plus d'œufs dans le frigo. Ma carte d'identité, je l'ai perdue. Mon passeport, il est périmé. J'ai voulu payer mes timbres fiscaux en ligne avant d'aller faire les démarches. Et au moment où il m'envoie le SMS pour me prélever de mes 111 euros de timbres fiscaux, mon téléphone est complètement déchargé et mon chargeur est resté à Paris. Bref, tu vois, je me dis, putain, j'arrive déjà pas à gérer mes affaires. Comment je vais gérer les affaires du monde? C'est peut-être parce que je sais pas gérer mes affaires que je me charge des affaires du monde. Je me suis chargé un peu des affaires de la Picardie maritime en tout cas, à savoir les auxiliaires de vie sociale du Vimeux. On est allé à une rencontre lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a une association, le Vimeux Vert, donc c'est dans l'ouest du département. Il y a près de 150 AVS qui se retrouvent à pas être payés alors qu'elles bossent à aller s'occuper des personnes âgées du matin au soir et parfois de très tôt le matin jusque très tard le soir avec une grosse amplitude horaire et voilà. Et pas payés au mois d'août, leur petit salaire, le frigo qui est vide, plus de gasoil à mettre dans la voiture, bon voilà. Et se demandant ce que va devenir l'association. Donc on était un peu démêlés. Ça d'abord, le sentiment d'utilité que ça donne, parce que les grands discours à l'Assemblée nationale ne t'éprouvent pas quand même un sentiment d'utilité immédiat, mais là, servir d'alerte et dire à la préfecture, il faut organiser une réunion avec les AVS, aller le conseil départemental, qu'il y ait quelqu'un du conseil départemental qui soit là, provoquer une réunion et faire que hier, jeudi, la situation soit un peu réglée, à savoir qu'il va y avoir une avance pour payer les salaires du mois de septembre et tout ça. Bon, maintenant, la galère des auxiliaires de vie sociale de tout le pays, elle se poursuit. Et ce qu'on a vu lundi, c'est quand même quelque chose qui est... On a filmé, on a assisté à ça, c'est le déchirement des classes populaires entre elles. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, voilà, c'est la misère, c'est la galère. Et à ce moment-là, bah, il y a le frère d'une personne qui est handicapée, l'AVS, elle vient plus, elle est en arrêt maladie, et il se met à engueuler les AVS, et même à dire, bah oui, mais toi, pourquoi tu viens travailler ici alors que tu as ton mari qui bosse? Donc, pourquoi tu viens avoir un salaire alors que tu as déjà ton mari? Et puis en plus, ton mari, il a une bonne situation. Alors, je sais pas, une bonne situation, ça peut être à 1500, 1600 euros. Des fois, c'est la bonne situation, quoi. Il a même pris une journée de congé pour aller voir un match de football à Lens. Enfin, ça part en sucette comme ça. Et même les AVS qui sont prêtes à renier leurs propres acquis, minuscules acquis, pour dépanner l'association pour faire que ça continue. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un truc qui s'appelle la modulation, qui fait que ben, dans cette association-là, et malheureusement, ça ne se pratique pas partout, mais c'est un truc qu'il faudrait généraliser, il y a un minimum, par exemple, de 104 heures, et même quand il y a une personne âgée qui décède ou qui part à l'hôpital, ça va faire un volume d'heures moindre. Ils vont perdre par exemple 25 heures, ils vont passer à 80 heures, mais ils vont continuer à être payés 104 heures. Et puis on espère que jusqu'à la fin de l'année, il y en aura un moment où ils feront 120 heures à la place, de manière à ce que ça équilibre, de manière à lisser les salaires et pas faire des grosses chutes de salaire. Et on sait qu'il y a beaucoup d'AVS qui souffrent de ça, de ne pas savoir combien elles vont être payées le mois suivant. Bon. Donc il y a ce truc qui s'appelle la modulation. Et là, des AVS qui proposent d'en finir avec la modulation parce que ça permettrait peut-être à donner de l'air à l'association. Et c'est le président de l'association avec les syndicats qui disent non, on ne va quand même pas revenir là-dessus, c'est un plus pour vous, on ne va pas vous remettre dans une situation encore plus précaire. Ou alors venir renier sur les formations. Dire voilà, bon, on ne prend plus de droit à la formation, c'est de l'argent gaspillé. Le président de l'association qui dit mais non, c'est bien comme ça, vous valorisez, on a besoin de ça pour montrer notre qualité auprès du conseil départemental et tout ça. Donc bon, de toute façon, aujourd'hui, il faut aller vers un service national de la dépendance. On appelle ça comme ça, ou autrement, service national des métiers du lien, mais il faut qu'il y ait une homogénéité des statuts et des revenus
sur ce métier et sur d'autres métiers, assistante maternelle, animateur périscolaire, ou bien accompagnant pour enfants en situation de handicap. Il faut qu'on homogénise au niveau national. Donc voilà, ça c'était par des coups de fil ensuite essayer de régler, de démêler les situations et de faire que le dossier il avance, et on peut être content qu'au bout de quelques jours il est un peu avancé. C'est pas définitif et voilà, mais bon. On fait ce qu'on peut. Pour éviter que les gens ils se pougnent comme ça entre eux, je sais pas si ça se dit. Bon. Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il faut montrer un autre adversaire que celui qui se trouve à côté de chez soi et qu'on a sous son nez. Et là c'est l'AVS en arrêt maladie, mais ça peut très bien être la personne handicapée, mais est-ce qu'elle a vraiment handicapé alors qu'elle touche de la cotorep, ou ça peut être l'immigré qui a un assisté et machin, qu'est-ce qu'il... Enfin tu vois, pour éviter ça, il faut d'abord montrer à un ennemi, un adversaire qui est hors de la vue immédiate. Et là c'est quoi? C'est les gouvernements qui... depuis 30 ans, s'en fichent de la dépendance et des auxiliaires de vie sociale et qui n'ont pas contribué à construire un statut et des revenus. Et la deuxième chose, c'est de rendre une espérance. Il faut ouvrir une espérance et dire, voilà, ce qu'il nous faut faire, c'est poser ce problème et tirer pour que, je dis souvent, les liens remplace les biens, que le progrès il naîtra plus de davantage de biens avec un deuxième frigo qui cette fois-ci sera connecté, mais il naîtra de la qualité des liens et donc des métiers des liens, et il faut qu'on soit attentif à ce que vous êtes et que vous ne vous sentiez pas délaissé comme ça dans le fin fond du Vimeux avec des revenus très faibles, même quand les salaires sont versés, quoi. Donc je pense qu'on a temporairement contribué à rouvrir une petite espérance là-bas, tu vois. J'en sais rien, faut pas se la raconter trop non plus, mais enfin, en montrant aux gens qu'ils n'étaient pas seuls et qu'on pouvait les aider à les sortir un peu de la mouise, quoi. Alors ensuite, que dire pour le mardi, donc ça c'était lundi. Mardi, j'avais préparé une QAG, une question au gouvernement. Alors comment ça se décide, les QAG? C'est le mardi matin, le groupe se réunit et on décide que le mardi après-midi, voilà la question qu'on va poser au gouvernement. Donc j'avais plus ou moins préparé une question, c'était sur Macron et la Pologne. Tu sais, puis quand il a fait sa déclaration, il donnait un sage conseil à la jeunesse, c'était qu'ils aillent manifester en Pologne. Et je trouvais ça original puisqu'on avait déjà délocalisé les sèche-linges, les lave-linges, les pneumatiques, les canapés, que notre chef de l'État propose un nouveau genre de délocalisation qui est la délocalisation des manifestations. Et c'est sans doute pour soutenir cette exportation d'un nouveau genre qu'on accueillait les jeunes à coups de matraque. Ça les encourageait plutôt à devenir une exportation. Mais ce qui m'intéressait de plus encore, c'était la deuxième partie de sa phrase, c'est-à-dire défiler tous les vendredis pour dire que la planète brûle, c'est sympathique. Ah tiens, il faisait du Chirac déjà avant son décès, tu vois. Mais ce n'est pas le problème. Je préfère que tous les vendredis, on fasse de grandes opérations sur les rivières ou les plages corses. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais vu Macron aller mettre la main dans la merde pour nettoyer les plages et les rivières. Il peut donner l'exemple, hein. Bon, mais voilà, c'était le bon sens. Et ça dessine en fait une hiérarchie de la société dans l'esprit de Macron. C'est-à-dire, il y a lui et les dirigeants du CAC 40 qui prennent les grandes décisions pour l'avenir de la nation sur les transports, sur l'énergie, sur la consommation, sur la production, sur tout ça, et le reste de la société, et là à commencer par les jeunes, qu'est-ce qu'ils leur reste à faire? Sûrement pas à décider, sûrement pas à se soucier de la démocratie, mais à aller nettoyer la merde, tu vois. Et en fait, c'est un ordre hiérarchique qui se dessine. En haut, ils décident et qu'on les laisse tranquilles, et en bas, et ça dessine en fait l'avenir du monde, puisque c'est à la jeunesse qui va devoir ramasser toute la merde qu'on est en train de mettre sur la planète là. Donc vraiment, sa phrase me paraît tout à fait éclairante d'un état des élites au-delà de lui-même. Laissez-nous en paix, laissez-nous décider. Ça peut faire écho, tu sais, à la phrase de Huntington, l'homme du choc des civilisations, mais qui rendant un rapport à la commission trilatérale en 1975 énonce aujourd'hui le problème, on est dans l'après-68, c'est qu'il y a trop de démocratie. Et donc, quelque part, Macron, il nous dit, il y a trop de démocratie. Huntington poursuit, dit, les élites ne peuvent plus gouverner tranquille. Les dirigeants ne peuvent plus diriger parce que le peuple se mêle de tout.
Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut retrouver de l'apathie politique. Et donc voilà un peu l'idée, laissez-nous tranquilles, on gère les affaires. Et bien je ne crois pas du tout que ce soit comme ça qu'il faille fonctionner. Et au contraire, il faudrait aller gérer les affaires de Sanofi, aller gérer les affaires de Total, aller gérer les affaires de Renault et aller gérer les affaires de l'Elysée. Oui, il faut s'en soucier. En fait, tant qu'il n'y a pas cette immense pression populaire pour aller se soucier des affaires des grands, eh ben, le monde, bon, c'est la mouise, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Alors, Chirac, j'en dirai un mot à la fin, peut-être, hein, quand même. Je vais dire un truc sur un papier qui est paru dans Les Échos. Tu sais, pendant l'été, quand je suis allé à l'université d'été des Verts, il y a eu un petit encart dans Libération. On est venu me sonder pour me demander si ça ne me dirait pas d'être tête de liste pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. J'ai répondu pas question. Pourquoi? Parce que les Hauts-de-France, pour moi, ça n'existe pas, je ne veux pas que ça existe. La première décision que je prends, si je suis président du conseil régional, c'est d'en finir avec cette séparation, avec cette réunion Picardie, qui a été complètement vassalisée, et Nord-Pas-de-Calais. Mais tu vois, parce que ça fait que, je pense que ça rend personne heureux. Ici, on a vu se vider la ville d'Amiens d'un certain nombre d'institutions, s'éloigner les services. Alors finalement, l'académie, elle est restée, même si on est sous protectorat de Lille, quoi. Mais bon, la jeunesse et les sports, mais même des banques qui sont parties, la caisse d'épargne, ainsi de suite. Bon, il y a eu un flux comme ça, un éloignement des services, un éloignement du niveau de décision. Ça fait quoi? Ça fait de Lille une grenouille qui est encore plus grosse, l'hypermétropole. Est-ce que ça rend heureux les Lillois d'encore avaler des services et de grossir comme ça? J'en suis pas certain. Et il se trouve que la Cour des comptes a rendu un rapport qui nous dit les fusions de régions ont pour le moment surtout provoqué des surcoûts, parce que ça nous était vendu un peu sur le terrain de l'économie. C'est Hollande. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à retenir de Hollande. Mais ça, c'est ce que moi, je ne lui pardonnerai jamais. Et je pardonnerai pas non plus, j'aurais bien du mal, à tous ceux qui étaient aux affaires en local, en régional, à la mairie et ainsi de suite, et qui n'ont pas, étant socialistes ou assimilés, protesté vivement contre cette décision. C'est une décision lamentable. Pourquoi l'esprit de cette décision est lamentable? C'est sur un coin de table pendant une nuit, j'en ai vu le récit quelque part dans un bouquin, mais il procède à un redécoupage comme ça, dans un espèce de doigt mouillé. Alors, nous, on est avec Lille, on peut dire qu'il y a encore une cohérence, c'est le Nord, quoi. La Normandie, ça va, mais la Champagne-Ardenne qui se retrouve avec comme capitale Strasbourg. La Nouvelle-Aquitaine, alors je suis allé en Nouvelle-Aquitaine pendant mes vacances cet été, mais alors c'est infini la région, elle est immense, immense, immense. Les gens, ils ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Et pourquoi il a fait ça? C'est même pas par souci d'économie. Tu vois, c'était le prétexte. C'est même pas pour dire d'avoir des grandes régions qui deviennent les futurs lenders à l'allemande. Ok, c'est une décision de petit capitaine de pédalo. C'est quoi? C'est je suis embêté sur le terrain social, on me reproche des tas de trucs, je vais balancer un truc comme ça, administratif, comme ça ils vont venir se chicaner là-dessus, et moi je vais être peinard pendant un temps. C'est lamentable. Et donc le redécoupage de la France comme ça par un président de la République, ça démontre toute l'horreur de la Ve République. C'est vrai que moi, je parle des services qui sont partis et tout ça, mais au-delà de ça, c'est mon identité qui est blessée. Et je pense que c'est vrai pour un certain nombre de picards, tu vois, de se dire bon sang, on a rayé un truc qui existait, y compris sous l'Ancien Régime. La Picardie, ça voulait dire quelque chose. Et maintenant, il faut l'ôter du paysage d'un seul coup comme ça. Donc là, même sur le terrain. Donc voilà, président de région, je mets en place un référendum demandant aux Picards s'ils veulent leur indépendance, Picardia Independenza, comme diraient nos camarades corses, et au Nord-Pas-de-Calais s'ils acceptent de libérer notre territoire. Donc la mise en place d'un grand référendum. Je ne sais pas si avec ça tu deviens président de région. Bon, Chirac, allez, je ne vais pas rendre le grand hommage national et tout ça, on ne va pas faire sonner la Marseillaise maintenant. J'ai voté Chirac, hein. Toi, tu n'as pas eu cette chance, mais moi, j'ai voté Chirac. Bon,
Que dire? Bon, les affaires, le machin, on ne peut pas dire que ce soit un président exemplaire, qui transpire une certaine sympathie, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, retenons 2 dates, une en noir et une en plus, quoi. En noir, il devient Premier ministre en 1986. C'est le grand temps des privatisations tous azimuts, et c'est encore quelque chose dont on paye les frais aujourd'hui. La privatisation de TF1, qui est quelque chose qui reste catastrophique aujourd'hui, quand l'objectif de la première chaîne française est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, c'est quelque chose qui fait basculer tout un pan de la société française, qui fait basculer les esprits, et donc qui a une décision de rupture qu'on paye encore aujourd'hui. Maintenant, côté plus, évidemment, le non à la guerre en Irak. Le non à la guerre en Irak, et à ce moment-là, je pense qu'on a été chiracien, en tout cas, on a été fiers d'être français. Ce non a été un moment où on s'est senti fiers d'être français. Et bizarrement, en effet, c'était Villepin et Chirac qui l'incarnaient. Mais ça me fait penser à une autre citation que j'aime bien, une citation d'un autre gaulliste qui était Malraux. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ce truc-là, non? Donc c'est Malraux rendant hommage aux Glières, aux résistants des Glières. Le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César. Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir dit non aux dieux. La résistance n'échappait à l'éparpillement qu'en gravitant autour du non du 18 juin. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du non. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Bon, ben, on a eu un temps, un Chirac qui a dit non, et on voit la force d'un non dans l'histoire. C'est-à-dire que même si on n'est pas le plus grand pays du monde, le plus puissant, mais à un moment, un pays qui dit non dans l'ordre international, il devient un repère pour plein d'autres pays. Et moi aussi, je crois parfois à la force de ce non. Bon, allez, je termine sur c'était déjà de la culture, remarque avec Malraux. Non, j'ai appris ça hier. Le rond-point du Canet des Morts. Donc on lui avait rendu visite. Ils avaient construit avec des palettes un arc de triomphe. Ça avait commencé par ça, parce que comme l'autre avait été ébréché, ils se sont dit on va lui rendre hommage, on va construire un arc de triomphe. Assez grand, 3-4 mètres de haut, facile, hein. Et on pouvait monter en haut et regarder un peu ce qui se passait autour du haut du rond-point. Ensuite, ils se sont dit, allez, on va construire une tour Eiffel. Ils se sont lancés dans la construction d'une tour Eiffel. Bon, on pouvait monter au premier étage, on ne pouvait pas aller au resto au troisième. Ensuite, ils se sont dit, on va faire la liberté guidant le peuple. Et là, ils se sont mis à peindre avec la liberté et puis d'autres révolutionnaires en gilet jaune face au LBD en face. Donc, ils ont peint ça. Et enfin, ça, je ne l'ai pas vu, c'était en prévision, à côté du terrain de pétanque, qui disait, bon, bah là, tu vois, on va faire la pyramide du Louvre. Alors, je crois qu'il y a eu la pyramide du Louvre, mais je ne l'ai pas vue de mes yeux. Et là, le préfet du Var, donc, et les forces de police sont intervenus et ont cassé tout ça. Le mot est à la mode, mais il faut le dire. Là, la décision, et elle en relève du ministre, c'est une décision de barbare. C'est une décision de barbare de voir cet art populaire qui a fleuri sur un rond-point. Et ils le savent. Ils le savent qu'ils ont commis un acte de barbare. Pourquoi ils le savent? T'as des images là, toi? Il n'y a pas d'images. Ils ont dû mettre les mecs, mettre à 200 mètres. Vous ne filmez pas. On ne veut pas d'image de ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de honteux. Ils savent qu'ils font quelque chose dont ils doivent avoir honte quand il y a des petits gars, des artisans qui ont pris des palettes, qui les ont mis une à une, qui sont venus avec leur marteau, leur clou, leur tout ça, qui se sont dit bon alors papy comment on va faire? Ah ben non tu vois ton machin moi je le mettrai plutôt là. Puis qui ont fait ça en sirotant un café. Et puis l'autre qui est venu peindre le drapeau tricolore de la liberté qui est dans le peuple. Ils savent qu'en détruisant ça, ils détruisent quelque chose de beau. Tu vois? Et oui à ce moment-là ce sont des barbares.
C'est un acte barbare de détruire ça. En fait, j'aurais eu un mot beaucoup plus grossier pour ça, tu vois. Mais comme le mot est à la mode, allons-y. Et là, je vais terminer. Moi, tu sais, quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai pensé au facteur cheval. J'aime beaucoup le facteur cheval. Je suis allé voir le film, et puis sur place, bon, cet art un peu naïf. Et là, il y a une BD qui est sortie, qui s'appelle Petit Pierre, la mécanique des rêves, sur un gars qui, pareil, a eu des idées plutôt sur le plan des moteurs, qui avait fabriqué un manège avec des trucs recyclés, qui était un esprit simple plutôt, hein, qui a l'air un peu simplé, et qui en même temps transforme ses rêveries en objets. Et finalement, il y a eu tout un travail fait notamment par des cinéastes et par des amateurs d'art naïf pour le sauver, ça. Pour prendre les manèges, tu vois, des grands manèges comme ça, et pour les amener, alors je crois que c'est en région parisienne, je ne sais plus trop où, mais c'était à la fin de sa vie, il n'a pas pu voir le déménagement de ses œuvres pour qu'elles soient préservées. Mais tu vois, les gars, ils ont fait vachement gaffe. Ils ont démonté les trucs, les pièces, ils les ont démontées une par une, ils les ont dévissées, ils les ont remontées plus loin, et ils ont fait une fête pour ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas eu le même respect pour les œuvres du Canet des Morts? Et j'espère qu'un jour, il y aura au moins une BD qui rendra hommage à la manière. Pourquoi ces gens, qui sont ces gens qui se sont retrouvés sur le rond-point et où est-ce qu'ils ont chopé les palettes, tu vois? Ouais, comment ça s'est fait tout ça? J'espère qu'on aura une BD qui rendra hommage à ça de la même manière. Bon, et ben voilà.